Et j'étais hyper inspirée. Cette période avant d'accoucher, les mois avant d'accoucher, j'étais à fond de l'atelier. J'étais vraiment hyper connectée au fait d'être habitée en fait par un petit être. Pot cassé, le podcast d'atelier. Une série audio sur la vie de céramiste réalisée par Sarah Gatin et Louise Gouttereau. Culture inuite, lenteur et mise au monde. Sarah Clotuche. Alors, mon atelier est dans une ancienne faïencerie, donc une ancienne usine de faïence à Dieu-le-Py, à Pointe-Laval. C'est très très grand, donc ça a fait faillite, ça a été racheté. Les personnes qui ont racheté, ils ont décidé de réhabiliter le lieu, mais en créant des ateliers plus céramistes individuels, en fait, plus artistiques. On est beaucoup de céramistes dans ce lieu. Ça s'appelle l'usine. Et donc mon atelier, je le partage avec ma collègue Jacinthe Leclerc. Il est assez grand, il est très lumineux parce qu'il y a des verres sur le toit, donc il y a pas mal de lumière qui vient du haut. J'ai disposé de manière à avoir un espace plus modelage, comme je fais surtout du modelage, donc il y a des tournettes, des planches, de la terre, des outils en bois, en métal. Donc je passe beaucoup de temps au modelage, énormément de temps au modelage. Ensuite, j'ai une table qui me sert plus pour le décor. C'est une partie du travail qui me prend aussi pas mal de temps et qui est vraiment c'est une autre énergie. Et il y a mon poêle à bois entre les deux espaces. Et puis j'ai pas mal d'étagères où je dispose les pièces. Comme mon travail est vraiment long, il y a chaque pièce est dans des stades différents. Donc voilà, j'ai une espèce d'organisation où je fais tourner les pièces selon où elles en sont. Et puis les grosses sculptures, c'est vraiment sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je les monte. Et puis il y a encore une table tout au fond de mon atelier, qui est l'espace où j'émaille. C'est aussi une partie qui prend pas mal de temps, parce que je fais pas mal de réserves. Je superpose des émaux aussi, je fais pas mal de décors à l'émail aussi. Voilà, donc là il y a une étagère avec tous mes seaux d'émaux, mes matières premières. Et donc à l'avant de l'atelier, à l'époque, on a décidé de rajouter des cloisons, de faire en fait un espace boutique, comme ça on peut accueillir du public. Et aussi, moi je trouve que c'est important, ça permet de voir son boulot présenté et d'avoir une visibilité en fait de là où on en est, que d'avoir des pièces sur des étagères ou dans des cartons. Donc voilà, il y a un mélange de grosses pièces, petites pièces, des dessins qui représentent pas mal mon travail. Dans l'enfance, en fait, j'ai toujours créé, depuis petite, j'ai été vachement stimulée par ma famille pour dessiner, faire de la céramique. Comme ma mère avait un atelier de céramique à la maison, ça a toujours fait partie de mon quotidien, donc j'ai pas eu une révélation. C'était plutôt quelque chose d'ordinaire en fait d'avoir un atelier de céramique, donc j'ai grandi avec ça et j'ai vraiment très vite trouvé un terrain d'expression. Déjà petite, j'étais vachement dans ma bulle, à dessiner, à créer déjà des objets. Et je pense que ça a été très vite un langage familier. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai plutôt grandi. Donc moi après j'ai fait des études d'illustration, donc plutôt dessin, à Bruxelles. Mais mes projets de fin d'année, c'était déjà du volume en tissu, en céramique. Et vraiment, c'est comme cet appel de la matière qui est venu à moi de plus en plus fort. J'ai fait beaucoup de détours. Je crois que pendant 10 ans, après mes études, j'ai fait d'autres choses pour gagner. Enfin, avec l'idée qu'il fallait que je gagne ma vie. Donc j'étais prof, animatrice dans des maisons de jeunes. J'ai beaucoup voyagé, mais j'allais toujours voir les potiers. Enfin, c'était comme un appel permanent que je résistais un peu, mais c'est après la formation à la Maison de la Céramique de Dieulefit que c'était évident que c'était ça en fait, que je voulais faire ça à temps plein et que c'était vraiment mon kiff.
Et là, j'ai vraiment senti quelque chose de l'ancrage, quoi, des racines, d'un truc très profond, de me sentir à la maison et très en lien avec l'enfance du coup aussi. Je suis partie quelques mois en Équateur, mais j'étais jeune, j'avais 20 ans. Et par le hasard m'a mis dans une communauté afro, donc noire de l'Équateur. Ils sont vraiment très peu en Équateur. C'est pas un pays où il y a une grande communauté afro. Et là, il y avait un projet que quelqu'un avait amené 10 ans auparavant de céramique. Donc ils ne pratiquaient pas la céramique à la base, mais voilà, il y avait ce projet et en fait, ils ont hyper accroché. Et moi, je me suis retrouvée là et en fait, c'était que les femmes qui s'aménageaient des temps de travail dans des espèces d'ateliers de fortune, mais c'était vraiment hyper précaire. Tout était hyper précaire. Mais au niveau de la créativité, moi, j'étais bluffée, quoi. Bluffée, c'était une grosse claque pour moi du pouvoir de l'imaginaire et je voyais aussi pour ces femmes, voilà, c'est des grandes familles, la femme faisait beaucoup de choses et je voyais que ces petits moments de céramique, ça avait vraiment du sens et là j'ai vraiment vu le pouvoir de l'art en fait en général, au-delà d'un métier ou quoi, mais vraiment de thérapie en fait. Ça m'a fort marqué. J'ai fait une résidence au Japon. J'étais à Shigaraki, c'est un grand centre céramique qui accueille beaucoup de monde, entre autres étrangers, qui existe depuis plus de 25 ans, voilà, qui est hyper rodé. C'est un lieu de rencontre. Et Shigaraki, c'est une ville de tradition céramique depuis vraiment longtemps. Donc il y a des musées, il y a plein de céramistes, plein de vieux fours à bois avec 10 chambres. C'est vraiment une immersion dans le Japon des potiers, quoi. La céramique fait vraiment partie intégrante de l'art, en fait. C'est pas comme un art mineur ou l'artisanat qui est souvent un peu déconsidéré en Europe. Et ça m'a mis en confiance de me dire que ça peut être, que c'est un métier noble aussi. En même temps, au Japon, donc, il y avait la découverte d'une pensée plus animiste. Donc c'est comme la religion primitive là-bas, où tout est interrelié. Donc c'est pas les humains et les non-humains, c'est tout l'espace du vivant qui est considéré. Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, c'est considéré toutes les formes animées et inanimées comme vivantes et dignes, quoi. Et ça m'a hyper parlé. C'était comme quelque chose que je découvrais qui me renvoyait quelque chose que je pensais depuis longtemps. Et depuis, je me suis beaucoup intéressée aux sociétés animistes, comme les Inuits par exemple, dont je suis complètement fan, parce que c'est des sociétés qui ont un grand respect de la nature du coup. Et je pense que moi, mon travail, il est hyper porté par cette pensée-là. Ouais, j'ai vraiment eu 10 ans où j'ai tout le temps envie d'aller voir ailleurs, si j'y suis. Et alors, tu y étais ? Bah ouais, j'y étais, hein. C'était une super école quand même. De te retrouver dans des contextes avec une autre langue, une autre culture, de devoir s'adapter et du coup de relativiser à fond ce dans quoi tu nais, qui te paraît la norme, une évidence alors que rien n'est évident, quoi. Il y a tellement de manières d'être humain, de faire de la céramique, Ouais, ça a été vraiment hyper formateur pour moi et je pense que ça a beaucoup marqué ma céramique d'aujourd'hui, ce côté hyper syncrétique, mélangé. Voilà, moi je revendique vachement le métissage, j'aime pas les frontières, j'aime pas les hiérarchies, j'aime pas les catégories, j'ai toujours du mal avec toutes ces notions-là. Et le voyage, ça m'a appris ça, vraiment, de se décentrer en fait. Où on s'identifie à des constructions. Et en fait, quand on voyage, on se rend compte que c'est qu'une construction et qu'on est vachement plus vaste que ce qu'on croit et que l'humain est beaucoup plus riche aussi et plus diversifié. Ouais, de plus en plus, j'ai très envie de collaborer avec d'autres arts. En fait, ça me parle beaucoup.
Parce que là j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé une identité dans mon travail et je sens que j'ai besoin aujourd'hui de le confronter à l'altérité, quoi, à d'autres arts en fait. Du coup là j'ai plein de projets en perspective de collaboration. Prochainement on va faire une rencontre entre mes céramiques, mes sculptures, une musicienne qui s'appelle Naïsam Jalal qui joue de la flûte et une danseuse qui s'appelle Raphaël Wesnia. Et donc on aimerait bien créer un lien. En fait, on est assez proches dans nos intentions de travail, mais avec des médiums hyper différents. Donc voilà, ça va être une première d'essayer de faire rencontrer nos trois univers. Et puis il y a eu le projet avec Hernan Vargas, qui est musicien et céramiste argentin. Et c'était une super rencontre. Il est venu plusieurs fois en France pour donner des workshops de création d'instruments. Et il a bien flashé sur mes pièces. Et du coup, il a fait une sélection des pièces en fonction de leur son. Et il a créé tout un univers sonore en jouant sur mes pièces comme si c'était des instruments de musique. Et j'aime bien l'idée aussi que mes céramiques elles sont appropriées par d'autres personnes. Et du coup, ça me dépossède et en même temps, ça les enrichit et ça crée comme des entités plus qui m'appartiennent moins. J'ai choisi une sculpture que j'ai fait plus ou moins récemment, il y a quelques mois. J'étais bien enceinte sur la fin de ma grossesse et j'étais hyper inspirée. Cette période avant d'accoucher, les mois avant d'accoucher, j'étais à fond de l'atelier. J'étais vraiment hyper connectée au fait d'être habitée en fait, par un petit être. C'est une période où j'ai fait beaucoup de pièces en lien avec la maternité, avec la grossesse. Donc là, je tiens une pièce d'une femme assise en tailleur, qui a une forme de renfoncement dans le ventre. Donc dans le renfoncement, il est assis un petit enfant qui a les yeux fermés et qui attend patiemment l'heure de sa sortie. Et derrière lui, il y a comme des feuilles vertes avec des dorures sur les pourtours des feuilles. Et on sent qu'il est bien, au chaud, paisible. Et la femme, la maman, elle a les yeux bien ouverts, bien éveillés, elle regarde. Voilà, c'est comme si ça traduisait mon état du moment, ces pièces. J'en ai fait plusieurs de femmes enceintes. Et c'est des pièces que j'arrive pas à m'en séparer. En fait, j'ai envie de les offrir à mon enfant quand il sera plus grand. Comme un cadeau de bienvenue, quoi. S'il y a un outil que je devrais prendre sur une île déserte, c'est un mini outil en bois que j'utilise depuis longtemps et à force de l'utiliser avec mes terres chamottées, il s'est beaucoup usé, mais je continue de l'utiliser. Qui me permet de vraiment faire les détails. Je suis très minutieuse des détails, entre autres des visages. Et c'est vrai que je lâche pas une pièce tant que je sens pas qu'il y a une présence en fait dans la pièce. Et j'en ai racheté plein d'autres dans le même style et c'est pas pareil, quoi. Ils sont moins bien. C'est vraiment un outil que je veux pas perdre. Il y a une pièce qui est là-bas aussi, je pense. C'est une moyenne pièce, elle doit faire 40 cm de haut peut-être. C'est une femme assise qui a les mains qui sont jointes mais ouvertes, la paume vers le haut. Et en fait, dans la paume, les deux mains, j'ai modelé un visage. Et avec les mains, ça forme un visage en forme de cœur. Et la femme assise, en fait, elle regarde du coup dans la paume de ses mains et elle voit ce visage. Et sur le visage, j'ai mis du platine, donc c'est comme de l'argent, donc ça fait un peu un effet miroir. Mais je l'ai aussi faite quand j'étais enceinte, en fait, mais au tout début.
au tout début, et c'était comme se regarder soi, mais différent dans les mains. Enfin, les mains aussi, c'est hyper symbolique, surtout pour moi qui est céramiste, c'est quand même mon premier outil. Je sais pas trop ce qu'elle dit, mais cette pièce, elle est venue, elle est forte pour moi. Mais j'ai pas, elle a pas un message précis, mais elle me parle vachement d'un état, quoi, d'introspection, d'un moment d'arrêt. Je regarde dans mes mains, quoi, et qu'est-ce que j'y vois, de quoi ça me parle. Quand je modèle, je suis les mains dans la terre, souvent, où la terre me répond. Bien sûr, j'impulse un truc quand je fais la céramique, mais en même temps, il y a comme un répondant. Et ça, c'est magique pour moi, c'est vraiment un moment de bonheur, quoi. Ouais, le four, la cuisson, c'est important, mais c'est pas aussi fort. C'est une autre phase du travail où la cuisson, pour moi, c'est quand la terre, elle fait sa vie. C'est un peu comme l'accouchement, quoi. Ça y est, elle s'est fermée, elle devient autonome, quoi. Elle peut se poser. Je suis moins responsable. C'est vraiment la phase du travail que je préfère, c'est le modelage. Quand il y a une pièce qui est en train de naître, qui est en train de s'incarner, quoi. Je crois que c'est comme si j'étais plus dans la même temporalité habituelle, avec les contraintes, les listes, les trucs à faire, la pression. C'est vraiment un moment de respiration, où je suis vraiment dans l'instant, en fait. Enfin, des moments pleins, vraiment complètement incarnés. C'est, comme je disais, il me faut tout un temps de mise en route, mais quand ça arrive, c'est hyper précieux. Quelque chose dont je me rends compte maintenant et qui va me poser problème, maintenant que j'ai un enfant, c'est que je suis hyper lente à la mise en œuvre. C'est-à-dire que pour me mettre au boulot, il faut que je sois dans un certain contexte et que je me mette vraiment dans un état d'esprit qui est assez long. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Il va falloir que je trouve des aménagements entre moi et moi pour arriver à quand même plonger sincèrement et entièrement sans prendre 2-3 heures de mise en route. Moi, je suis comme un diesel, vraiment, c'est ça, quoi. C'est long, c'est long. J'adore le modelage, j'adore la terre humide, molle, ça j'adore, mais tout l'aspect avec les mailles et les colorants, c'est les matières premières toxiques que j'utilise dans les oxydes ou les colorants. Je suis pas très bien positionnée avec ça et voilà, les cuissons, c'est hyper polluant. Mais en tout cas, de faire attention à faire des fours pleins. J'ai un travail à faire là-dessus, je le sens. Donc, j'aimerais bien utiliser justement la cendre, des matières premières qui existent, qu'il ne faut pas fabriquer et qui sont belles aussi. Parce que je suis quand même vachement touchée de ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec la planète qui va mal et tout ça. Et ça me questionne beaucoup sur comment je me positionne, qu'est-ce que je fais en fait, parce que je me sens complètement démunie et j'ai voulu être dans des groupes d'action, de manifestations et tout, et chaque fois je trouvais pas ma place en fait, et avec cette pandémie et tout, ça m'a comme remis dans le sens de mon travail encore plus, voilà, de comment on cohabite avec la nature, parce que mon travail il parle beaucoup de ça quand même, du lien aux animaux. Et en fait, je me suis dit, finalement, moi, ma manière de lutter, entre guillemets, ou de me positionner, c'est par la poésie, c'est par l'évocation de relations à la nature plus harmonieuses. Mais je suis hyper touchée quand même, hyper révoltée même de ce qui se passe, voilà, de toutes ces injustices sociales, environnementales et tout, ces choses qui est hyper présent. Mais moi, je crois que j'ai pas une manière, je suis pas revendicatrice, c'est pas mon mode. Et depuis que je me dis ça, ça m'a un peu réconciliée et encore plus propulsée dans le travail céramique de ce que je veux exprimer en fait dans mes pièces. J'ai pas fait un parcours potier, j'ai pas fait d'école de poterie en fait. J'ai juste fait la maison de la céramique et puis beaucoup de voyages et beaucoup d'observations dans des ateliers.
Les deux ont toujours été ensemble, le dessin et la céramique. J'ai d'abord fait des études d'illustration. Je pensais à ma mère, avec qui c'est pas super simple la relation, mais c'est quand même elle qui m'a ouvert tout ce monde de l'expression, de l'art, du modelage, du dessin, et qui sont aujourd'hui vraiment des langages. C'est mon équilibre aujourd'hui, quoi. Je pourrais pas sans. Et du coup, j'ai aussi beaucoup de gratitude de m'avoir ouvert à ces espaces-là de l'exploration de soi, en fait. Et d'avoir eu ça jeune, je pense que c'était des outils, j'aime pas le mot outil, mais ouais, plus des langages auxquels j'ai pu me raccrocher à des moments difficiles et qui m'ont sauvée. C'est un grand mot, mais je pense que ça m'a gardé debout quand même à des moments difficiles. Pour moi, céramiste, c'est pas qu'un métier pour gagner des sous, ça va qu'un mode de vie en fait. Et moi, ça me va bien de réfléchir à dans quoi je vis, comment je consomme. Et c'est sûr que c'est pas un métier pour gagner plein de sous. C'est tout un mode de vie qui va avec et en fait qui me convient complètement d'être plutôt en mode décroissant, quoi, on va dire. Mais je pense aussi, c'est pour ça que je m'autorise à faire de la sculpture, parce que si je voulais gagner plus de sous, je pense que je ferais pas ce travail-là, quoi, parce que c'est vraiment tellement pas rentable de faire des pièces qui durent des plombes. En fait, c'est tellement important pour moi de faire ce métier que je m'arrange pour que ma vie aille avec. Merci à Hernan Vargas et à Elie Mandara de nous avoir prêté leur musique. Merci infiniment aux céramistes de s'être confiés à notre micro. Vous trouverez les liens des travaux de toutes ces personnes dans la description et nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Pot Cassé. Plutôt haute ou basse température? Haute. Oxydation ou réduction? Réduction. Grès ou porcelaine? Grès. Thé ou pinard? Thé. Rat des villes ou rat des champs? Rat des champs. Fer ou cobalt? Fer. Tournasage ou tournassage? Tournassage. Potier ou céramiste? Céramiste. Berlingot ou kangou? Nouvellement kangou. Plutôt collectif ou solitaire? Oh, les deux. 100 grammes ou 2 kilos? 100 grammes. Plutôt chamotte ou lisse? Chamotte. Tablier ou combinaison? Tablier. Musique ou silence? Musique. Radio ou podcast? Podcast. En fait, c'est quoi? Je réfléchissais, je savais plus c'était quoi du pinard. C'est bon, ça fait longtemps. De quoi? Du piquois? Du piquois.